Le domaine que maintenant j'ai repris en 2001 m'a été transmis par Clément Lissner, c'est mon oncle. Ce domaine, donc, il est à Volksheim, pratiquement à 95% de sa superficie. Il nous permet, sur près de 9 hectares en production, d'écouter ce que raconte chacun des 6 terroirs du village. On a aussi bien du grès, du calcaire coquillé. Ici, on est juste à la jonction de ces deux. On a un grand cru sur le haulite, on a des graves, on a de l'oligocène et de l'argilo-leucique de l'autre côté. Ici, donc, on est dans un terroir qui permet de vinifier une appellation communale. C'est une des spécificités du village, donc c'est un Volksheim, mais qui est assis uniquement sur le cépage Riesling, donc un Riesling Volksheim. On produit grosso 35 000, maximum 40 000 bouteilles par an sur ces 9 hectares, ce qui donne une idée de nos rendements moyens qui sont assez bas. Mais on revendique tous nos lieux-dits, tous nos grands crus, et chaque année, nous produisons également des vendanges tardives. Donc, le rendement moyen entre 30 et 40 hectolitres hectare s'explique donc par ces différences d'appartenance à des terroirs et des rendements donc, qui sont en fait propres à chaque terroir également. Alors ici on est dans le Wolliger, c'est le nom du lieu-dit, hein, donc c'est le bas de la colline du Sulzberg qui monte à 310 mètres. Donc on a une belle orientation vers le sud-sud-est avec une exposition donc assez précoce et surtout une puissance du lieu. On voit très vite qu'il y a plein d'arbustes, plein de haies. Il y a un bon niveau de matière organique qui s'est accumulé ici depuis pas mal d'années. Et donc c'est cette jonction entre une puissance organique du lieu et une belle exposition qui donne toujours des vins relativement fruits, spontanés, mais qui ont toujours un beau corps, un beau gras, très facile à comprendre, quoi. Alors le sol, oui, j'ai expliqué que c'était la jonction entre le grès et le calcaire coquillé, donc on peut considérer qu'il y a une part de grès coquillé, mais il y a sans doute aussi du calcaire qui a des vallées, voire quelques marnes par-ci par-là. Ce sont des pentes de toute façon qui sont terriblement faillées, même s'il n'y a que 5 grandes failles. On a détecté énormément de petites failles qui expliquent parfois qu'en plein milieu d'une parcelle, on passe d'une zone beaucoup plus sèche avec des plantes qui sont adaptées à des zones plus organiques, plus riches, voire avec de la présence d'humidité en dessous, quoi. Alors nous, on n'est jamais pressé de vendanger. On choisit en fait nos dates de vendange en fonction de la météo et bien sûr du lieu. Ici, on est un peu plus vert en fait que le reste de nos parcelles. Certes, les raisins commencent à être bien mûrs, ils ont de belles maturités et on va sans doute plutôt attendre pour qu'une partie des baies soit botrytisée et qu'on puisse cueillir une vendange tardive pour arriver à concentrer encore un peu les jus et gagner plus encore en acide, sel, citron, coin, pâte de fruits qu'on va bien sûr associer à une part de sucre résiduel du fait de la maturité des raisins. Et cette année, on va la remettre en vendange tardive. C'est 2009, la dernière année où j'avais fait une vendange tardive dans cette parcelle. On évite de faire 2 années de suite des vendanges tardives sur une vigne pour éviter de trop l'affaiblir ou en tout cas la stimuler en gardant ses fruits plus longtemps que ce qu'elle voudrait. Mais les Riesling vont tomber tout seuls. Si on attend encore très longtemps, ils seront tous par terre. Alors la maturité des raisins chez nous, c'est vraiment assez simple. Déjà, tant qu'une vigne est complètement verte, c'est même pas la peine d'essayer de voir s'il y a des raisins mûrs. Il faut au moins qu'il y ait un début de jaunissement, c'est-à-dire que la vigne a fini son cycle végétatif, a fini de faire les feuilles pour mûrir les fruits. Ensuite, on voit très bien par transparence les pépins là, il n'y a aucun souci. On voit que la peau a la pruine blanche, donc on peut goûter, on peut mâcher, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein. Il faut que le jus sorte spontanément de la baie, il faut que le pépin se libère. Il ne faut pas qu'il ait l'encre un tout petit peu là, de gélatine autour. Et il faut surtout qu'on puisse mâcher la peau sans avoir de jus vert. Donc là, elle a une très belle acidité citronnée qui va rester. Nos vignes, vu là, en plus il y a un bon feuillage encore, nos vignes ont toujours des niveaux d'acidité élevés puisqu'on ne les expose pas ces grappes en plein soleil à coups de rognage et d'effeuillage. Au contraire, en été, on laisse vraiment tout se fermer pour laisser les raisins à l'ombre, ce que la vigne préfère à mon avis.
Ni feuilles ni raisins, je considère qu'une taille d'hiver suffit largement pour, on va dire, dialoguer avec la plante. Et ensuite, elle-même a toutes ses régulations internes en termes de projeter des feuillages, de nourrir ses fruits, chercher à avoir plus de fruits que ce qu'elle sait nourrir ou inversement après enlever des feuilles en disant qu'il y a trop de feuilles parce que les raisins risquent de pourrir. Ce sont des contre-ordres et des ordres et des contre-ordres qu'on va donner à la vigne qui pour moi la fragilise et de toute façon aboutissent au final à des raisins pas mûrs. Je fais beaucoup plus confiance à la physiologie de la plante, à ses mécanismes de régulation pour chaque année cueillir sans sécateur des Riesling mûrs qu'à tous ces stop and go. D'abord je veux plein de raisins, après il y a trop de feuilles, après ils sont pas mûrs et puis après en cave je fais tout ce qu'il faut pour que ça donne du vin. Au départ, c'est mon village et donc l'idée que j'avais, sachant que c'était quand même un village connu et ancien pour les vins en Alsace, c'était de voir ce que les connaissances d'aujourd'hui pouvaient apporter pour comprendre et aller vers, comprendre le passé, mais aller vers surtout un futur compatible avec les grands enjeux du moment. La biodiversité, ça nous permet en fait d'avoir chaque terroir qui vit sa propre vie, avec ses propres plantes. Ici par exemple il y a toujours énormément de fabacées. C'était une parcelle en désherbage total en 2001. Dans un premier temps sont apparues tout ce qu'on appelait les mauvaises herbes et finalement c'est une gesse Afaca, une petite gesse avec une fleur jaune qui a tout gommé. Qui a gommé tous les chardons, toutes les paniques, les amarantes, les kénopodes, les liserons et prenons les pissenlits. Il n'y a plus rien de tout ça. On a un peu ce débat des arbustes, mais c'est une parcelle bien riche qui fonctionne vraiment très bien toute seule. Alors cette parcelle, si je ne me trompe pas, c'est 1975, donc là on est à quoi, une petite cinquantaine d'années, une bonne quarantaine d'années. C'est un porte-greffe qualitatif, le 161-49, et ce sont des Riesling a priori de sélection massale que mon oncle avait planté, donc dans ces années-là. L'idée c'est que le cépage Riesling dans ces terroirs, il trouve facilement ce côté fruit. Vous voyez que nos baies sont très petites. Donc ce sont des grappes lâches. La biodiversité spontanée et le fait de ne pas embêter la vigne fait que très souvent on obtient des charges adaptées à ce que la vigne sait mûrir. Ici on a toujours une belle puissance et la taille des baies évidemment indique clairement qu'on est dans la concentration des amers, des sels minéraux et pas du tout dans le jus sucré et dilué, quoi. Ils aiment bien mes vignes, les oiseaux en général, parce qu'il y a un peu se cacher, puis il y a des vrais raisins, donc ça leur plaît, ils sont mûrs. C'est sans doute une des parcelles où c'est le plus compliqué parce qu'il y a une espèce de stop and go. Aujourd'hui, c'est peut-être un excès de matière organique qui permet à certains arbres de germer. Donc là, il y a une bagarre encore entre la vigne et les autres plantes qui n'est pas achevée. Mais bon, il faut l'accepter, ça prendra un peu de temps encore. Et il faut sans doute qu'on replante encore quelques vignes puisqu'il y avait certains pieds qui manquaient quand j'ai repris la parcelle pour essayer de recoloniser le milieu. Par contre, chaque année, il y a un couple de chevreuils là, qui met bas ici. Les herbes, quand elles sont donc à leur hauteur de printemps, nourrissent énormément ce sol et tous les insectes qui sont associés, quoi. Une belle parcelle. Alors ici, quand on a préparé cette parcelle pour la vendange la semaine dernière, on était au 5e passage de tracteur. Donc, mis à part la taille d'hiver, on va surtout essayer au printemps de suivre la végétation, de l'aider à s'accrocher. Là, il n'y a pas de double fil, il n'y a pas de ficelle, en fait on a tout tressé à la main. En plein été, tout se referme et donc là, au moment des vendanges, on a retressé toutes ces branches sur le fil du haut pour laisser passer la lumière, la ventilation, mais aussi les vendangeurs par la suite. Donc essentiellement 3 passages ou 4 ou 2, cette année c'était variable d'une parcelle à l'autre pour amener un peu de cuivre, un peu de soufre. Et ensuite tout à la main pour tresser et suivre la croissance de la plante. Mais pas de rognage, pas d'effeuillage, pas de compost, pas de travail du sol, bien sûr pas de désherbage. Et ce seul broyage qu'on vient de faire là il y a quelques jours. Non, pour nous un sol c'est plus compliqué que juste
un binage égale 2 arrosages. Un sol, c'est un ensemble vivant et si on veut que la vigne puisse se nourrir par elle-même, il faut quand même accepter que d'autres plantes, moi j'ai 25 fabacées qui poussent dans mes vignes, hein, donc les plantes qui, via une bactérie, les rhizobactères, arrivent à fixer l'azote de l'air. Il faut accepter que ce plénum, cette grande famille, s'auto-alimente, bien sûr interagissent. Si on ne veut pas, nous, être obligés de suppléer un travail du sol, pour moi, c'est une grosse perturbation écologique et après, il faut énormément réparer. Et en fait, dès qu'on travaille le sol, on cultive les paniques, les amaranthes, les kénopodes, les liserons et dès qu'on fauche tôt, on cultive les pissenlits. Donc la grande biodiversité associée à ce que j'appelle le respect de la physiologie de la plante, hein, ne pas lui couper les apex, ça fait que ce couple-là, la plante elle a tous ses réflexes de liane et de vigne pour s'adapter à son environnement et l'environnement est suffisamment, on va dire, adaptatif, on dit parfois résilient aujourd'hui, pour qu'en année sèche, ce sont des plantes qui vont garder une part de fraîcheur et d'humidité pour le sol, et en année humide, une autre partie des plantes va éponger cette humidité, notamment des plantes à bulbes en bas de coteau. Donc avoir une bonne centaine de dicotylédones, des plantes à fleurs, tout au long des saisons, qui régulent, qui sont bien sûr tous les supports aussi des insectes, on en a plus de 200, qui là encore sont de bons travailleurs pour nous, avec les araignées, avec tout ce qu'on ne voit pas surtout, et on monte dans la chaîne évidemment du vivant jusqu'au dernier prédateur. En tout cas, on a très peu de pieds malades de ces maladies nouvelles. Et c'est vrai aussi, même dans nos plantations récentes et jeunes, on ne va jamais booster la plante. Donc on va essayer surtout de ne pas la fragiliser, quitte à attendre 5 ou 7 ans pour la première récolte. Je n'ai aucun ésotérisme là-dedans, je ne fais aucun tour de magie, c'est juste écouter des mécanismes et des terroirs. En principe, c'est ce qu'une AOP ou une AOC protège. 100% de la grande biodiversité pour réguler et permettre à chaque terroir de trouver son équilibre sans que j'intervienne, je redis, ni par rapport de compost, même bio, ni par travail du sol, ni par fauchage, ni par quoi que ce soit. Et de l'autre côté, une vigne qui doit trouver sa place, même si elle prend quelques années à le faire, au bout de 40-50 ans, une fois qu'elle est bien implantée, chaque année on récolte les raisins mûrs de l'année sans grande problématique et notamment avec très peu de pression de ce que les gens appellent maladie, mais qu'en fait sont souvent des choses que eux-mêmes occasionnent par des comportements excessifs. En tout cas, une intervention perturbe et ces interventions, pour moi, la première et la meilleure, c'est de ne pas en faire, et s'il faut en faire, il faut vraiment être sûr que ça apporte quelque chose. Et éviter aussi pour moi d'avoir l'illusion qu'en faisant un truc, on obtient le résultat qu'on voudrait avoir. La nature ne fonctionne rarement sur ces principes de simplistes, on va dire, je fais tel truc et j'obtiens tel résultat. Il y a tellement d'autres mécanismes que souvent la réponse est tout à fait à l'opposé ou à l'inverse, voire ailleurs en tout cas que celle qu'on pourrait attendre. C'est un objectif, oui. Actuellement, on est aux alentours, on va dire en moyenne sur les 10 dernières années à 1,2 kg métal, mais l'an dernier et en 2016 plutôt, c'était vraiment une année difficile. On est monté pas loin des 2 kg, mais sinon cette année, je crois qu'on est à 800 grammes de cuivre métal par hectare. C'était une année comme l'an dernier, justement sèche, et donc il n'y a aucune pression de maladie. On le fait parfois plus pour se rassurer soi-même, tout à fait, ouais. C'est tout le problème.